Voilà, alors, on va commencer. Alors, au nom de la présidente Maureen Hessler, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre réunion mensuelle de Pro RSE. Moi, malheureusement, j'ai eu une angine aiguë, elle n'arrive pas à parler, donc j'espère pouvoir la représenter convenablement. Elle entend d'ailleurs son résultat de Covid avec impatience et cette maladie, c'est aussi le sujet ou un des sujets au moins liés à notre téléconférence d'aujourd'hui. Suite aux discussions dans le cadre de la pandémie de ce Covid-19, nos habitudes professionnelles ont été bouleversées. Il est important de repenser la manière comment nous devons gérer les salariés. Pour cette raison, nos intervenants ont rédigé un guide pratique à l'attention des managers pour les soutenir dans leur relation avec leurs collaborateurs. Il s'agit donc d'un vrai outil de travail. Donc, cette publication, c'est le fruit d'une coopération multidisciplinaire, multiculturelle aussi, qui rassemble des expériences et des bonnes pratiques de plusieurs secteurs. Nous avons donc l'honneur d'accueillir Capucine Mulliez-Kernick, médiateur agréé par le ministère de la Justice, Sylvie Nicolas, membre Pro RSE et conseillère RH, aussi DRH retraité de CFL Multimodal, Jean-Baptiste Labrousse, DRH retraité de LLI et compagnie, Claudia Oystergerling du studio Claudia Oystergerling Design. Alors, je tiens à remercier chaleureusement nos orateurs de bien vouloir partager leur expertise. Il y a aujourd'hui 22 membres et non-membres, et des professionnels actifs de RSE au et développer aussi ces nouveaux métiers et les... Bonjour. Norman, on ne t'entend pas. Ouais. Ok. Très bien. On a... Est-ce que je peux, peut-être à ceux qui viennent de se connecter, demander les vidéos et les micros, comme ça on a un peu plus... Parfois, il y a des questions qui... Un message. Oui. Donc, dès que je suis... Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer, disons, l'utilité de notre association Pro RSE. Et donc, le but, c'est vraiment d'échanger, d'apprendre entre pairs. Donc, aussi un grand merci à tous les participants pour votre présence virtuelle et pour votre disponibilité aujourd'hui. Donc, pour commencer, nous proposons de faire un tour de table rapide des intervenants afin qu'ils puissent présenter brièvement. Ensuite, Capucine va vous présenter le guide pratique. Et si vous avez des questions, je vous propose de les soumettre par écrit dans le chat. Donc, vous avez l'option d'écrire des petits messages, on va les récolter. Et à la fin de la présentation, les intervenants pourront alors répondre à vos différentes questions. Alors maintenant, sans plus tarder, je pense qu'on va débuter avec le petit tour de présentation et je vais donc demander peut-être à Capucine d'abord de vous présenter. Très bien. Merci Norman. Je suis Capucine Mulliez, je suis juriste. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans des groupes de grande distribution, de logistique ou d'immobilier social. Je suis également médiateur en entreprise depuis 8 ans. Et depuis mon arrivée à Luxembourg, depuis 4 ans, je me consacre entièrement à cette activité de médiation en entreprise. J'interviens auprès du Centre de médiation civile et commerciale et auprès du Centre de médiation de la consommation.
Je suis également médiateur réserviste auprès de la gendarmerie française, où il y a un médiateur interne, et j'opère des médiations entre personnels. Voilà pour moi. Sylvie ? Oui, bonjour, Sylvie Notar-Nicolas. Ben voilà, moi je suis une retraitée DRH avec une expérience de plus ou moins 44 ans en ressources humaines à Luxembourg dans différents secteurs, aussi bien bancaire, logistique, sécurité et autres. Et aujourd'hui, je suis conseillère en ressources humaines pour des entreprises, j'accompagne également, je fais du mentoring à titre, je dirais, de conseil plus que de coaching et autres. Et lorsque Capucine m'a fait part de son idée pour ce guide, je pense qu'elle n'a pas eu à me poser la question 2 fois si j'étais partante, puisque pour moi, c'était évident que ce guide aurait sa place dans les entreprises pour avoir eu et été confronté pendant 40 ans à ce problème des managers, des first line managers de terrain. Et bon, je vous dirai un peu plus tard pourquoi je trouve que c'est très important, parce que ces managers sont vraiment la clé de voûte d'une entreprise et qui sont souvent seuls et très vulnérables. Voilà. Et je suis également membre ProSE, dont je suis très fière d'avoir été acceptée dans je dirais, ce cercle de professionnels et dans lequel je peux partager surtout mes compétences et mes connaissances, ce qui fait un petit peu la force de cette organisation ProRSE. Voilà. Jean-Baptiste. Oui, merci. Je suis très, très honoré d'être parmi vous et d'être parmi ce panel d'experts ce matin. J'ai eu l'expérience professionnelle, en fait, multifonction avec les 15 dernières années en tant que DRH. Auparavant, j'ai occupé plusieurs postes de direction opérationnelle, que ce soit en France ou à l'étranger. Aujourd'hui, je suis administrateur de plusieurs sociétés où je suis président du comité des ressources humaines du conseil d'administration de ces sociétés. Je suis intervenant dans des programmes de formation pour exécutifs à Sciences Po Paris et à l'Institut français des administrateurs sur les postures pour améliorer l'efficacité du travail en conseil d'administration. Et puis je suis enseignant en coaching à Paris 2 Sorbonne et médiateur. Merci. Merci. Claudia? On ne t'entend pas, Claudia. Est-ce que Claudia a un petit souci? Mais merci Capucine. Bonjour, je me présente. Je suis Claudia, le designer qui a proposé de collaborer avec l'équipe des auteurs. Je suis spécialisée dans la communication visuelle, travaillant dans ce domaine en 20 ans des années, entre-temps 18 années ici au Luxembourg. Et je sache bien comment créer valeur ajoutée avec le design, qu'est-ce qui m'a motivé de soutenir cette approche de l'équipe. Il faut dire à côté, même si je suis designer, je gère mon propre bureau. Et dans cette rôle, le sujet RH m'intéresse de plus en plus et le développement personnel, la communication dans toutes les directions. Alors, voilà. Merci beaucoup pour ce petit tour de table. Voilà, maintenant, je propose donc à Capucine de faire sa présentation. Donc, pour tous ceux qui viennent se connecter, bienvenue parmi nous. Et je vous propose à chacun donc d'éteindre les vidéos et les micros afin que Capucine ait plus de bandes passantes et comme ça, je pense, le message va mieux passer. Pour information, donc notre présentation est aussi enregistrée. Comme ça, on pourra consulter ceci dans les prochains jours. Et à la fin, par contre, je vous redemanderai de rallumer tous vos vidéos. On essaiera de faire une petite photo de groupe si c'est possible, si on arrive. Alors maintenant, j'ai l'honneur de donner la plateforme à
Capucine, merci beaucoup pour cette intervention. Merci Norman. Je me fais une joie de ce rendez-vous avec vous ce matin. Ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui, c'est mon goût profond pour les organisations humaines. Alors nous avons à peu près 45 minutes devant nous. Je vais prendre dans un premier temps une quinzaine de minutes pour présenter le guide et mes convictions autour de ce projet. Et puis on gardera le temps pour nos échanges. Mon propos sera organisé en 3 parties. La première, c'est quel contexte m'a amené à écrire ce guide, vous donner un peu du sens pour comprendre ma démarche. Ensuite, quelles sont les bases d'un dialogue de qualité? Et enfin, comment ce guide sensibilise au poids et au pouvoir des mots. Voilà, puis après on ouvrira vers la suite. Alors, pourquoi ce guide? Eh bien, fin mars, on est en pleine crise du Covid et un ami médecin au Luxembourg me demande de l'aider à soutenir d'autres médecins qui accompagnent des familles de patients atteints du Covid. Il veut du concret, il veut des mots, des phrases pour des relations de qualité. Alors, on a écrit ce guide à 4 mains. C'était évidemment pas un domaine, le médical, que je connaissais, mais c'était absolument génial de pouvoir rentrer dans ce nouveau monde. Le guide a été apprécié par les soignants, à la fois au Luxembourg et puis même en France. Et ce qui a plu, c'était sa simplicité. Alors, fort de ce petit succès où l'idée avant tout c'était d'aider, de se sentir utile, d'être solidaire, je me suis dit mais il y a vraiment un sujet où si je peux être solidaire et aider et qui me tient à cœur, eh bien c'est mon cœur de métier, c'est celui de l'entreprise. Je voyais autour de moi des managers avec évidemment des rôles charnières, pivots dans la crise du Covid qui sont là pour accompagner le bouleversement des habitudes de travail, les modes de fonctionnement. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux aider ces managers très soucieux d'être acteurs de la performance de l'entreprise? Comment est-ce que je peux les aider à être également à l'écoute de leurs collaborateurs alors qu'ils ont tant à gérer? Comment est-ce qu'on peut les soutenir pour qu'ils créent les conditions d'un retour optimal en favorisant les coopérations? Voilà, d'où l'idée de ce guide. Et ce guide, son contexte d'écriture et de réalisation, il est dans la coopération. Norman l'a dit tout à l'heure, il est dans la coopération sur le fond avec Sylvie et Jean-Baptiste, sur la forme avec Claudia. Et je suis convaincue que quand on est plusieurs et qu'on arrive à coopérer chacun dans son domaine, bien réparti avec un manager, un leader, eh bien on arrive à quelque chose de juste et d'efficace. Voilà. Voilà pour le pourquoi de ce guide, ce contexte. Alors, le dialogue de qualité. Le dialogue de qualité repose sur 2 piliers, selon moi. Le premier pilier, c'est l'écoute. Il y a une devise du groupe de négociation du RAID en France qui dit « L'écoute est notre arme ». La clé pour ces négociateurs, que nous sommes tous, à tout moment de notre vie, et encore plus quand on est avec nos collaborateurs, c'est de chercher à comprendre plutôt que de chercher à convaincre. Comment le manager, lorsqu'il écoute avec une profonde sincérité, comment est-ce qu'il se rend totalement disponible à l'autre, ici et maintenant, à 100%. C'est ce don à l'autre aussi qui me semble fondateur. Et c'est pas du tout en tout cas, ça ne me semble pas être une question de valeur, c'est du pragmatisme. Comprendre pour le manager, ce n'est pas être d'accord, mais c'est créer le lien pour lui permettre de donner une place, d'accueillir, de trouver des solutions ensemble et de créer les conditions de la confiance. Et puis cette écoute inconditionnelle, c'est un vrai chemin, il me semble, vers la reconnaissance. Et le collaborateur n'a de cesse de rechercher cette reconnaissance. Voilà. Voilà pour l'écoute. Et puis l'émotion, deuxième pilier, je trouve que ce mot tient une place assez difficile en entreprise et que lorsqu'on en parle, c'est un peu comme si on parlait de quelque chose de très intime et qui n'a pas sa place. Comme si on pouvait avoir 2 personnes en une, il y a 2 capucines, la capucine qui n'a aucune émotion,
professionnel, et la Capucine qui en a plein au niveau personnel. Eh bien non, je peux vous dire que là, je suis dans mon monde professionnel et je suis pleine d'émotions. Il y a une organisation qui s'appelle Talent Smart et qui est le premier organisme de recherche et de formation américaine sur l'intelligence émotionnelle, et qui nous dévoile que l'intelligence émotionnelle impacte à hauteur de 60% le niveau de performance d'un individu. Le mot de son chairman, que j'aime beaucoup, « People will forget what you said and what you did, but they will never forget how you made them feel ». Je trouve que c'est évidemment ce que je ressens quand je sors d'une réunion, même si du point de vue technique, on apprend toujours et on retient un certain nombre de choses, mais avant tout, on a aussi retenu une ambiance de travail, une ambiance de coopération, une capacité à agir ensemble. Et vous, peut-être d'ailleurs, en m'écoutant, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez en confiance, frustré, enthousiaste, déprimé, mal à l'aise? Voilà, toutes vos émotions, en tout cas, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles en disent long sur votre adhésion à ce moment, à ce webinaire, et à la compréhension du guide. Alors, lorsque le manager interroge ses émotions, ou lorsqu'il les perçoit chez un collaborateur, ce sont des indices sur ses besoins propres, sur les besoins de ses collaborateurs, qui vont l'aider et qui vont contribuer de facto à un dialogue de qualité et à un débat utile sur le travail. Ce guide est très simple, c'est 12 pages, c'était l'objectif. J'aurais aimé encore qu'il soit encore plus compact, mais voilà. Il est simple et l'objectif, c'est qu'il permette une transformation. Ce n'est pas uniquement que de prendre des mots. J'espère que en prenant ces mots et en prenant certaines attitudes, le manager peut se transformer vers une vraie coopération. Il y a cette phrase qui me vient tout le temps à l'esprit, c'est passer d'une logique d'affrontement binaire à une logique de coopération. Mais pour choisir cette logique de coopération, il me semble qu'avant, il faut renoncer à certaines pratiques, à certains réflexes, à certaines croyances. J'en ai retenu 5 que je voudrais partager avec vous. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, ces 5-là, je les vois très, très régulièrement, qu'on soit en individuel ou en collectif. La première pratique, en tout cas croyance à laquelle il faut renoncer, c'est la croyance que les mots que le manager utilise sont perçus comme tels par la personne qui l'écoute. Eh bien non. Il y a un décalage plus ou moins important en fonction des personnes autour d'une table. Il y a un décalage important de perception et donc de mise en action. Toujours douter de la perception de l'autre. Non pas évidemment pour fragiliser la relation, bien au contraire, c'est pour renforcer le besoin de clarifier sa compréhension et d'éviter les malentendus. Ensuite, autre chose à laquelle il faut renoncer, c'est le réflexe d'éviter la contradiction par le silence. C'est-à-dire qu'une personne intervient avec le manager écoute son collaborateur, il n'est pas d'accord, il a un point de vue différent, mais parce que c'est difficile d'entrer en contradiction, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il n'a pas l'énergie, eh bien il va rester dans le silence. Et ça, je pense que éliminer la contradiction, c'est éliminer la diversité et la richesse des idées. La contradiction, c'est un moteur de réflexion, c'est un moteur d'innovation. La contradiction, elle se dit en grec polémos, et polémos, c'est le père de toute chose. Donc, il y a évidemment quelque chose d'extrêmement fructueux dans la contradiction. Il faut savoir poser les mots sur cette contradiction de façon à ce que cette contradiction devienne un conflit positif. Sinon, on risque d'aller vers une guerre de tranchées et de pouvoir faire émerger certaines crises parce qu'on ne sait pas dire les choses. La troisième pratique à laquelle il faut renoncer, c'est de juger l'autre ou de le mettre dans une case. Les individus ne sont pas d'intenants, on est fait de contradictions, nous aussi. Nous sommes pluriels, le manager, le collaborateur. C'est ce qui est d'ailleurs si passionnant. J'invite donc les managers à mettre de la distance et de distinguer ce que font leurs collaborateurs et ce qu'ils sont.
Et évidemment, les collaborateurs, comme nous tous, on a le droit à cette erreur. L'erreur est humaine et pour autant, on n'est pas idiot, on sait faire, on est plein de capacités. Le quatrième renoncement, c'est de parler de généralité avec des phrases toutes faites qui portent à interprétation. J'ai un exemple pas plus tard qu'hier soir. Nous étions dans une réunion professionnelle, j'étais dans une réunion professionnelle et une personne intervient pour émettre un doute, en tout cas une question, sur une pratique qu'on allait lancer. Et une autre personne autour de la table vient dire une phrase qui est « mais il ne faut pas jouer à se faire peur ». Et là, c'est exactement cette phrase toute faite qui veut rien dire ou tout dire en même temps. Évidemment, la personne qui a posé la question n'était pas en train de jouer. On était 20 autour de la table, elle avait pris sur elle pour intervenir, c'est pas toujours évident. Voilà, donc elle ne jouait pas. Est-ce qu'elle avait peur? Franchement, je n'ai pas eu l'impression, au contraire, je la trouvais plutôt voilà, combative, sa question était pertinente. Mais l'autre qui ne l'avait pas compris autour de la table, il a lancé cette phrase-là. Et alors l'effet a été immédiat. D'abord le langage corporel de la personne qui avait parlé, elle s'est retirée. Et puis, elle s'émurait dans le silence. Voilà. Il est important pour un manager d'être précis, de donner des exemples et d'étoffer son vocabulaire. Cinquième et dernier renoncement, c'est de passer en force. Voilà, on passe en force, on décide, on fait fi de tout. Hein. Passer en force, c'est faire fi de tout. C'est ne pas prendre en compte l'autre, c'est de ne pas l'avoir écouté. On trace son chemin. Je ne viens pas de dire du tout que le manager ne doit pas décider. Évidemment, le manager doit décider. Mais pour un certain nombre de sujets, il doit décider en concertation ou après avoir écouté. Le levier du manager, c'est lui-même et c'est l'adhésion qu'il va susciter dans ses projets et dans les décisions qu'il prend. Voilà les renoncements, à mon avis, avant de choisir cette logique de coopération pour découvrir le pouvoir, et non pas le poids, le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots sur soi-même, d'abord. En tant que manager, poser les mots sur une feuille, un paperboard ou même de façon très claire dans son esprit, c'est permettre au manager de clarifier sa pensée. Dans le guide, c'est le temps du manager, page 4. Ce temps me paraît essentiel. C'est un temps d'introspection, lui permettre de se situer par rapport à lui-même et par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on attend de lui. C'est à la fois une auto-évaluation qui peut être assez technique, et puis c'est de l'auto-empathie, hein, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en médiation. L'auto-empathie, c'est-à-dire savoir se situer par rapport à ses émotions. Et quand on se situe par rapport à nos émotions, on peut se diriger vers nos besoins. J'aurais besoin d'écoute, de silence. L'auto-évaluation et l'auto-empathie permettent également de travailler la confiance en soi, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai des certitudes du point de vue technique ou alors même dans mon intelligence émotionnelle, je sais que je sais écouter. Voilà, ça permet aussi de poser ce qu'on sait faire et puis de savoir demander de l'aide. Et cette semaine, j'ai eu un retour sur ce guide manager où une directrice d'un gros centre au Luxembourg, un centre public, me dit, moi j'ai découvert, en tout cas j'ai pris conscience en lisant le guide, que je pouvais demander de l'aide et c'est tellement important dans cette situation actuelle. Je me sens légitime à pouvoir le faire. Je pense que ça nécessite aussi peut-être une maturité, mais voilà, savoir qu'on a besoin d'aide et qu'il faut le demander. Donc, cette introspection influence la posture managériale du manager, hein, c'est page 7 dans le guide. Et puis peut-être, le manager doit avoir à l'esprit qu'une entreprise est un système et où les procédures qui gouvernent ce système sont souvent de l'ordre de la relation humaine en interne, de qui fait quoi, comment et quand. Et réfléchir à nos relations, lorsque le manager réfléchit à ce qui l'entoure, il faut aussi qu'il interroge la pertinence des procédures qui fondent ces relations et pouvoir être en liberté. Il n'est pas question de tout remettre en cause, mais aujourd'hui, n'est-il pas le temps de pouvoir interroger certaines choses qui ne sont pas pertinentes, trop lourdes, qui n'ont pas de sens? Voilà pour découvrir le poids des mots avec lui-même, le manager, et puis le poids des mots avec les autres, avec ses collaborateurs, avec sa hiérarchie aussi. Le manager a une hiérarchie, il a d'autres interlocuteurs. Et avec l'autre, comment le manager va écouter
la demande d'un collaborateur, tout en ayant à l'esprit, on l'a vu tout à l'heure, que derrière les mots, il y a peut-être d'autres mots, il y a peut-être d'autres émotions. Je ne veux pas quitter mon télétravail. En fait, ça veut peut-être dire j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin d'être absolument rassurée que tout est fait pour que moi, je ne puisse pas être en danger. Donc, voilà, comment on écoute et puis comment on reformule. Parce que la reformulation, c'est l'accusé-réception, ça permet de savoir qu'on a bien compris. Et cela figure l'écoute et la reformulation, pages 8 et 9. Ensuite, on a ce manager qui va être en demande et qui va s'exprimer et faire venir l'autre à lui-même. C'est avancer ensemble vers la recherche de solutions. J'aime beaucoup les séances de brainstorming. Je trouve qu'il y a des moments où, encore une fois, le manager est très vertical et il y a d'autres moments où il développe son horizontalité dans la coopération et brainstormer ensemble, se mettre tous au même niveau pour trouver des solutions. C'est souvent très, très fort. Et puis, un dernier point sur le langage corporel. C'est essentiel. Ça contribue à ce qu'on dégage, ça contribue à notre message. Et s'il y a une cohérence entre, comme le disait tout à l'heure Claudia, la communication visuelle, le message, notre corps, je pense que notre message passe d'autant mieux, d'autant plus fort. J'arrive à la fin de cette présentation pour ouvrir nos échanges, pour vous dire que coopération et performance sont, à mon avis, indissociablement liés au travail bien fait et donc à la possibilité d'en débattre. En ce sens, les organisations les moins exposées au risque ne me semblent pas être celles où on se dispute le moins, mais celle où l'on débat le mieux sur la manière de réaliser les tâches, d'exercer ses fonctions, de faire évoluer les missions, de porter un projet. Ce guide, c'est un outil pour mieux débattre, pour raffermir nos dialogues, pour trouver et donner du sens, pour se rencontrer dans une conflictualité productive, celle de Paul Ricoeur, et pour faire émerger des solutions entre managers et collaborateurs. Voilà. Et je terminerai par une petite phrase de Lacordaire, qui est une phrase qui date d'il y a quelques siècles, quand les entreprises n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et qui dit « Je ne cherche pas à convaincre mon adversaire, mais à m'unir avec lui dans une vérité plus haute. » Et c'est exactement ça. Manager, collaborateur, on n'est pas là pour être en domination, pour gagner, mais comment est-ce qu'on s'unit ensemble pour gagner. Voilà. Voilà pour ma présentation pour ce guide. Je suis évidemment très intéressée par la séance qui vient, recueillir vos retours, vos réactions, vos questions, vos doutes. Voilà, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Capucine, pour... Est-ce qu'on m'entend? Oui, je pense que ça marche. Merci beaucoup donc pour d'avoir partagé cette petite présentation de ce guide pratique très riche en enseignements. Je propose donc que chacun puisse dire une ou l'autre question, peut-être dans le chat, si pour ceux qui ne le trouvent pas, c'est dans les icônes, comme dans les bandes dessinées, une bulle pour parler. Donc là, vous pouvez cliquer dessus et vous avez le chat. Vous pouvez mettre des questions. Il y a Martin Peters d'ailleurs qui nous a déjà communiqué une question et je vais peut-être laisser la parole justement à Martine. Si tu peux te connecter par vidéo et micro, comme ça peut-être expliquer ton propos. Oui, merci Norman. Merci beaucoup Capucine, ça m'a très intéressée. C'est le deuxième point des renoncements justement qui m'interpelle surtout, donc le réflexe d'éviter les contradictions par le silence. Ça nous est tous arrivé déjà une fois, je pense. Et comment faire pour ne pas rester dans le silence? Souvent, on a une contradiction et le premier moment, on se dit il faut que je réfléchisse à ça, on n'a pas la réponse toute prête. Donc, comment est-ce qu'on peut tourner quelque chose qui est perçu comme extrêmement négatif au premier moment, comment est-ce qu'on peut tourner ça dans du positif? C'est en fait ça ma question. Très concrètement, dans une situation qui
pourrait sembler être conflictuel. Très bien. Effectivement, donc votre question, c'est comment, face à la contradiction, comment réagir de façon à ce que ce soit positif, mais pas rentrer dans le combat, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça, pardon, j'avais... Eh bien, je pense que la contradiction étant très fructueuse, il faut aller la chercher. Et donc, il faut interroger cette contradiction. Il faut aller vers l'autre. Lorsque quelqu'un dit quelque chose auquel on n'adhère pas, c'est de l'interroger d'abord plus profondément. Et donc, après l'écoute qu'on a eue de cette contradiction, c'est la reformuler, première chose, pour être sûr qu'on a compris qu'il s'agit bien d'une contradiction, parce que bien souvent, les contradictions n'en sont pas. C'est-à-dire qu'en définitive, chacun a des mots différents, et puis, en définitive, on n'est pas si loin que ça. Ça arrive très souvent. Et une fois qu'on a reformulé, voilà, c'est ce mini-dialogue qui se met en œuvre, qui est, alors, donc toi, tu viens dire ça, et dans telle situation. Et très souvent, l'autre va rebondir, c'est un mot qu'on utilise souvent dans les réunions, je vais rebondir, donc il va préciser sa pensée. Et l'idée, c'est qu'il va préciser sa pensée, et vous, à un moment donné, eh bien, le manager, celui qui cherche à comprendre cette contradiction, va pouvoir poser. Il va pouvoir dire, alors je comprends, donc toi en fait tu penses pas, tu penses ça. Eh bien moi, manager, voilà comment je vois les choses pour telle et telle raison. Donc voilà, et puis savoir aussi faire la synthèse. Donc toi tu penses ça pour telle et telle raison, moi ça. Et il est possible que chacun, en fonction de son positionnement aussi, ait des besoins différents derrière la contradiction. Moi, en tant que manager, il est fondamental que je fasse attention à la sécurité de chacun. C'est pour ça que pendant les temps de pause, on peut être que 2 dans la salle. Oui, mais moi, j'aimerais bien voir mes collègues. Et franchement, je reviens au bureau uniquement pour voir mes collègues, parce que sinon, je suis encore mieux à la maison. Donc, voilà. Mais ce dialogue est important. Il faut que chacun comprenne, il faut qu'il aboutisse à ce que chacun comprenne comment, en fonction de la position de chacun, on peut avoir des besoins différents, et donc on peut être en contradiction, mais ça peut être complémentaire. Ok, alors comment on fait pour trouver ce qui conviendrait à tout le monde? Est-ce que la collaboration entre en jeu, je suppose aussi. Oui, voilà, très bien. Merci. C'est l'écoute active, en fait, ce qu'on doit faire, en reposant les questions, reformuler, c'est un peu ce que j'ai appris en écoute active, oui. Voilà, la première étape, c'est l'écoute active. Après, vous partez dans la reformulation. Il y a un petit dialogue qui s'instaure. Effectivement, ce dialogue, il doit être sans jugement, il doit être les autres choses sur lesquelles on a renoncé. C'est vraiment d'essayer de comprendre profondément ce qui se passe chez l'autre et quels sont ses besoins. Et bien souvent, oui, on a tous des besoins différents, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est en contradiction. Et je peux me permettre d'intervenir également. Je pense que la notion de confiance également est très importante dans la relation et surtout en termes de conflit, cette confiance du manager par rapport à son collaborateur. C'est pas parce que le manager est passé du statut de copain, pote au statut de hiérarchie que cette confiance doit être, je dirais, brisée. Parce que la confiance, ça donne quand même, je dirais, une communication, ça conduit vers une communication authentique. C'est aussi important de par justement ce statut du manager souvent qui est devenu du bon technicien et passé au chef, quoi. Donc on n'a plus trop confiance, c'est plus son copain, c'est devenu son chef. Donc la confiance est très importante pour le manager d'instaurer donc cette communication en confiance, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur l'un ou l'autre des sujets énoncés? Moi, j'aimerais peut-être une explication additionnelle justement sur la posture managériale. Quelles seraient les technicités additionnelles sur lesquelles on doit faire attention? Alors, la posture managériale, il y a énormément de littérature sur la posture managériale.
pour ma part, je vais vous parler en tant que médiateur. La posture, c'est deux choses. C'est à la fois être à l'écoute et à la fois être en capacité à décider. Il faut faire avec les collaborateurs, les emmener et puis être aussi un leader. Voilà. Mais je suis sûre que Jean-Baptiste, qui a beaucoup travaillé la posture managériale, pourrait compléter mon propos. Écoute, volontiers. J'ai beaucoup aimé, Capucine, ta conclusion par rapport à ces deux mots que parfois on oppose dans nos cultures managériales de nos organisations. Les deux mots que tu as employés, collaboration et performance. Sommes-nous convaincus que la coopération entre manager et son collaborateur, entre leader et ses managers, sommes-nous convaincus que c'est un facteur de performance? En fait, ce que je veux dire, c'est que ce guide doit et peut permettre, j'allais dire, à quelques niveaux de la hiérarchie, que ce soit dans le leadership, que ce soit dans les managers, de faire une relecture de sa posture. Vous allez trouver dans le guide des questions extrêmement pratiques. C'est pas, si je peux me permettre cette expression triviale, ce n'est pas un guide intello, c'est un guide extrêmement pratique. Vous allez trouver les questions, les bonnes questions pour faire une relecture de votre posture, c'est-à-dire de votre attitude. Qu'est-ce que votre attitude va déclencher chez votre collaborateur? Est-ce que ce que vous déclenchez est bien ce que vous voulez déclencher? Pour les leaders qui nous écoutent, par votre posture managériale, par vos attitudes, vous allez élaborer la culture managériale que vous voulez dans vos organisations. Et ce guide va être extrêmement utile pour vous, soit parce que vous allez répondre vous-même en lisant les questions à ces points fondamentaux de culture managériale, ou bien vous pouvez aussi le faire avec quelqu'un qui vous pose les questions qui sont dans le guide. Et vraiment, ce guide-là va vous aider à vous situer. Et donc, lorsque vous allez vous situer, vous allez dessiner votre posture managériale et regarder si elle est exactement comme vous le souhaitez et est-ce que vous déclenchez ce que vous souhaitez dans votre organisation, ou bien est-ce que cela vous amène à vous faire un espèce de plan d'action ou un plan de transformation sur certains points pour faire évoluer cette posture, cette attitude managériale. Par rapport à ceci, une question très technique, parce que justement, à distance, j'imagine, cette posture managériale via un Zoom ou Teams, est-ce que c'est pas plus difficile de faire? Quelles sont quelques, comment dire, quelques techniques que vous pourriez nous partager? J'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est plus difficile, je pense que c'est différent et que les réflexes du manager doivent s'adapter évidemment à un outil, mais que fondamentalement, on est évidemment sur le même sujet de l'attitude et comment le manager va se comporter, va prendre soin, va être attentif par d'autres façons que d'être en visuel. Mais je n'ai pas l'impression en fait que ce soit très très éloigné. C'est comme nous quand on se parle là en ce moment, bon, on a eu un peu d'appréhension au départ, puis on se rend compte en fait que ça fonctionne. Mais peut-être être plus vigilant, je pense. Alors, est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre question? Est-ce que je dois reformuler ma question? Est-ce que... En tout cas,
Peut-être j'aimerais encore commenter quelque chose. Je trouve le guide extrêmement bien fait et très pratique, surtout qu'il est traduit en plusieurs langues. Et donc, je pourrais annoncer que cet ouvrage va évidemment trouver sa place comme une des références dans notre guide ESR de l'INDR qu'on est en train d'actualiser. Donc, c'est certainement une des bonnes pratiques, les initiatives ESR qui devraient être consultées, appliquées idéalement. Et donc, je vous remercie beaucoup pour ceci, pour enrichir en fait la matière sur ce propos. Norman, il y a Jean-Baptiste qui m'a transmis un article il y a très peu de temps d'une personne qui s'appelle Thierry Chazelle et qui a écrit un article dans les Échos qui s'appelle « L'épidémie rend les managers plus humains ». Et voilà, je ne sais pas s'il est possible de transmettre aux participants cet article, il est évidemment disponible sur Internet, mais c'est un article qui est très très bien fait et qui montre qu'une révolution managériale est en cours, en tout cas est possible en ce moment, et que la fragilité, l'humilité et l'altruisme font désormais font leur entrée dans les services de gestion et dans la valorisation de l'entreprise. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça va dans la continuité de ce qu'on vient de se dire sur des valeurs très humaines, d'écoute, de techniques aussi pour aimer l'autre, pour prendre l'autre avec nous-mêmes dans notre management. Voilà, c'était un petit clin d'œil, une autre ouverture. Merci beaucoup. On va certainement partager ceci. Je viens de voir, il y a une question de Odette encore. Je propose à Odette tout simplement de connecter avec ton micro, peut-être pour nous la poser. C'est plus facile. Moi, je la lise. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Ok. Je voulais simplement vous demander comment ce guide est distribué, comment est-ce qu'on peut en prendre connaissance? Norman, je vous laisse répondre. Ou Claudia? Voilà. Oui, voilà. Peut-être je préfère laisser nos invités répondre. Alors, Claudia, je vous en prie. Oui, je veux bien répondre. On a lancé la distribution dans différents canaux. D'abord, le guide est disponible sur notre site internet ou sur la mienne. C'est www.oystergerling. C'est un peu compliqué. Je vais peut-être le mettre ici dans le chat.lu. Et je crois que tous nos quatre ont le partagé sur les médias sociaux, sur LinkedIn, aussi sur Facebook, Instagram, je ne suis pas sûre, mais vous avez définitivement la possibilité de le retrouver dans nos profils. Alors, le lien a aussi été envoyé avec la confirmation de l'invitation et là où vous êtes inscrit sur le site ProRSE, dans la description, il est aussi directement accessible. Je crois qu'il y avait aussi un article dans le Mercure qui présente aussi ce guide. Oui, si je peux me permettre, comme il n'y a aucune condition pour aller prendre connaissance de ce guide, l'accès est extrêmement facile. Claudia et Norman, vous l'avez expliqué. Moi, je voudrais vous inciter à quelque chose. Vous inciter ou vous inviter à quelque chose. Et ça, c'est de ne pas ressortir indemne de votre lecture. Autrement dit, il y a plusieurs manières de lire ce guide. Comme Capucine l'a dit, c'est 12 pages. C'est très rapide si on veut, hein. Ça peut prendre moins de 5 minutes. Moi, l'invitation que je voudrais vous faire, c'est que systématiquement, lorsque vous allez prendre connaissance de ce guide, vous notiez à la fin au moins une chose que vous avez envie de transformer dans votre posture managériale, envie de transformer dans la communication avec vos collaborateurs.
que vous ressortiez de cette lecture avec au moins une initiative à laquelle vous allez tenir. Et si c'est ça, je pense que notre heure ensemble n'aura pas servi à rien. C'est de la bonne pratique, ça, Jean-Baptiste, tu as raison. Merci Jean-Baptiste, c'est certainement très bon. Et je pense aussi que pour les personnes qui vont utiliser ce guide et le transmettre à leurs collaborateurs, managers, puisque nous avons certainement des responsables RH ou des responsables formation dans notre auditoire, de ne pas le donner de manière, voilà, je te donne ça, tu le lis, fais ce que tu en veux, mets-le dans ton tiroir, fais ce que tu en veux. Non, il leur faut un support et je pense que comme nous aurons une vidéo qui va être faite suite à notre intervention, c'est de peut-être passer cette vidéo aux managers pour qu'ils comprennent et que c'est pas simplement un process RH qu'on va mettre dans un tiroir en se disant oui, bon, bah, moi j'ai bonne conscience, je l'ai dit à mon manager, s'il ne le fait pas, c'est son problème, c'est pas le mien. Ce qui est souvent le cas dans des organismes où on donne même une formation, on se dit bon, il a été inscrit à la formation, c'est bon, si c'est pas, s'il ne le fait pas, c'est pas mon problème en tant que RH ou en tant que responsable formation, c'est le problème, c'est son problème à lui. Et ça, je pense que pour les managers, notamment, tout à l'heure, Jean-Baptiste disait que c'est un guide qui est à la portée de tous, qui n'est pas un guide uniquement destiné à des bacs plus 8 où il y a des mots qui sont incompréhensibles, mais c'est également ce guide, et moi je l'ai vu tel quel, de par mon expérience, destiné, comme je dis, à des chefs de chantier, à des personnes qui sont sur le terrain tous les jours et qui n'ont peut-être pas l'habitude de lire et d'interpréter les postures, les mots, etc. Donc il faut les accompagner. Et ce guide a besoin d'un accompagnement et non pas simplement d'une distribution. Et ça, moi, je le vois dans mon point de vue RH, je dirais que vraiment, ce serait bien si, en tant qu'organisation ou entreprise, décider d'utiliser ce guide comme support, de l'accompagner, peut-être de la vidéo, ou de nous demander, nous, de vous accompagner dans la distribution de ce guide. Ce serait peut-être intéressant pour vous, de façon que les personnes ne le prennent pas en se disant « oui, c'est encore un truc des RH », quoi. Parce que c'est pas ça. Pour les managers, la communication, c'est pas la priorité. Il faut en être clair, c'est la rentabilité pour eux, faire marcher l'entreprise, faire sortir un camion, faire sortir un train d'une gare. C'est ça leur priorité. C'est pas communiquer. Mais ils ne se rendent pas compte que la communication, leur communication, peut faire des dégâts plus grands dans une entreprise qu'un camion qui sort avec 5 minutes de retard d'un entrepôt. Et ça, je crois que c'est important pour les personnes qui sont là. C'est vrai. Message très important, je pense, et aussi un takeaway très pragmatique et pertinent. Donc, pas seulement rule by memos, mais voilà, de le partager réellement, de le vivre. Alors, avant maintenant de clôturer, voilà, peut-être je pose encore une question. Ici, ici il y a Damien nous pose une question. Je vous propose peut-être de la formuler. Vous pouvez mettre votre micro. Oui, bonjour. Déjà, merci bien pour cette qualité d'intervention, moi qui résonne très fort en moi. Dans l'innovation managériale, on est en plein dedans. On arrive à ce qu'on appelle donc du manager coach, où on est plus dans l'accompagnement des collaborateurs, dans cette écoute active. Et voilà, de prendre la mesure, de prendre attention par rapport à ça. Et je pense que ce Covid, ce télétravail qui a été mis en place a été un facteur très, très riche qui a permis de prendre conscience de tout ça. Donc je suis très ravi. De l'autre côté, ce guide que je viens juste de voir très, très rapidement, je trouve aussi très, très bien formulé. Je voudrais savoir si moi, en tant que consultant, en tant que coach, pour accompagner les entreprises, pour accompagner les managers, je peux l'utiliser en tant que support. Vous l'autorisez. Alors, je vais vous répondre. C'est vrai que merci pour votre question parce qu'en définitive, on ne s'est jamais posé cette question avec Claudia et avec Sylvie. Alors qu'en définitive, moi, je l'ai beaucoup transmis via LinkedIn. On me l'a beaucoup demandé et je l'ai transmis tant à Luxembourg, mais aussi en France. Et je sais que ce soit des coachs ou même des ministères, ou certains le prennent tel quel et l'ont distribué tel quel, d'autres
ont pris une partie pour le transformer et le mettre à leur sauce. Donc voilà, mais merci pour votre question parce que nous n'en avons pas discuté, mais nous avons peut-être œuvré chacun de notre côté, mais ma réponse est évidemment oui. Ce guide a été fait dans l'idée d'aider. Voilà. Mon idée, c'était vraiment d'être solidaire au départ avec les médecins, Voilà, d'être aussi. solidaire avec les managers. Donc c'est à votre disposition. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai la même réaction. C'était, je dirais, ma participation. N'étant pas issue du milieu médical, je ne pouvais pas me mettre sur le terrain, mais là, j'ai pris mes compétences RH pour aider les personnes dans cette période de crise et de renouveau du monde professionnel. Voilà, donc pour moi, vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs, j'ai déjà beaucoup de collaborateurs qui l'utilisent, même dans des institutions à Luxembourg. Donc, pas de souci. Merci beaucoup. Et dans la même philosophie que nous. Exactement, les mêmes valeurs. Voilà, c'est ça. Merci. Un vrai guide à partager. Alors, est-ce que maintenant je pourrais peut-être vous demander à chacun d'allumer une fois votre vidéo parce qu'on aimerait prendre une petite photo de groupe, je devrais dire une petite capture d'écran de groupe afin de pouvoir partager ça justement de manière plus intéressante sur les réseaux sociaux. Et donc voilà. Et avant peut-être qu'on prenne cette photo, j'avais envie de vous dire et de vous annoncer que tu as la même idée, Sylvie. oui, Nous avons également, nous avons œuvré avec Sylvie, Claudia et Jean-Baptiste à nouveau. Nous avons sévi et un guide pour les collaborateurs sort aujourd'hui et il est à votre disposition dans une même idée de solidarité. Mais voilà, pour les collaborateurs, quels sont les mots et les postures importantes. Donc il sera sur les réseaux sociaux et sur le site de Claudia aussi, dès aujourd'hui. Très bien. Donc, en plus, on a un scoop en avant-première. Une information. Je peux te demander, voilà, fais déjà un comme ça. Oui, voilà. Si quelqu'un ne veut pas être sur la photo, évidemment, c'est possible. Hein. Mais donc, on va faire là maintenant, c'est ça? Là, il y en a un qui a été fait. Encore un. Très bien. Oui, avec sourire. Super. Merci Naïma. Merci Naïma. Bon, très bien. Merci. Alors, est-ce qu'il reste une dernière question? Sinon, on va tout lentement clôturer. On est arrivé à la fin de notre heure de téléconférence. Nous avons évidemment préparé un petit cocktail réception ici pour vous. Malheureusement, c'est une pour les prochaines. Dommage. Ça nous manque, hein, vraiment, Norman. Ça nous manque. Les prochains événements pro RSE, on va évidemment essayer de reprendre nos bonnes habitudes. Mais bon, malheureusement, pour le moment, on doit encore se contenter de nous dire au revoir de manière virtuelle ici sur l'écran. En tout cas, merci beaucoup surtout pour nos invités, nos orateurs, mais surtout aussi pour chacun qui a participé, qui a été présent pendant une heure avec nous. Merci beaucoup. Un grand merci aux participants qui ont reconnu, je dirais, ce guide comme étant un outil pour eux de travail et pour faire avancer le monde des RH.